Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis lorrain, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Bonheur de vous retrouver avec cette équipe tout au long de ces 52 minutes. C'est bienvenue chez vous. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Virginie est avec nous comme chaque jour. Je dois avouer que c'est quand même pas... Pas désagréable. Ah ben non, je dois quand même reconnaître qu'il y a pire comme job quand même. Hein. Bonjour Virginie, ça va bien? Bonjour à tous, ça va Un très autre bien, sourire, une autre blondeur devrais-je dire, une vraie blonde italienne, vénitienne peut-être, on ne sait pas. En tout cas, on lui posera la question. Maria est avec nous. Bonjour Maria. Bonjour Maria, c'est le soleil de Milan. De Milan. De Milan, il faut le dire. Soleil de Milan. Ah, Denis. Il y a du soleil à Milan. Bah, c'est ce que dit Maria. Ah bon. Maria est la rédactrice en chef de Passaparola, le magazine. C'est le nouveau qui sort en septembre. On va en parler avec elle parce que Amici Italiani, c'est bien, hein? Si, perfetto. Alors, c'est tout ce que j'ai retenu. Après, Voilà. c'est Amici Italiano. C'est mieux s'arrêter. On va vous donner des conseils. Comment on dit ça en italien? Vi daremo dei consigli. Voilà, hein, en 2 mots. Et puis à côté d'elle, vous avez forcément reconnu une des stars de cette antenne, mais surtout la star de l'Essentiel. Denis Berche est avec nous, il est rédacteur en chef de l'Essentiel. Ça va? Oui, bonjour. Vous avez quelque chose à me demander? Non, mais j'ai merci, plein de gens qui m'ont arrêté en me disant est-ce qu'il est sérieux quand il essaie de pépiner les groseilles de Bar-le-Duc? Et ça, forcément, ça m'a fait rire. Jean-Luc, sur les pépinages des groseilles, j'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que vous avez ce qu'il faut? Bon, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il y a un film qui vous concerne. Je pourrais peut-être mettre ça ce soir sur un réseau social. Ah non, attends, c'est quoi? C'est les pépinages de groseilles, Jean-Luc Bertrand. Non, montre, moi je vois. Ça dure 30 secondes. C'est vrai? Mais oui, sérieux. Non, tu montres pas ça. Non, sérieux, je peux montrer Merci, ça. Denis. Non, mais... C'est bien vous, ça, Jean-Luc. Non. Ah, ok. Ça commence comme ça dans cette émission? Parfaitement. On devait se méfier de toute façon de tout ce qui est réseaux sociaux et autres, parce que forcément... Et iPhone. Et iPhone aussi. Avec nous aujourd'hui, vous le savez, on parle beaucoup, c'est le moment de la foire au vin. J'ai vu même que dans l'excellent journal quotidien luxembourgeois, qui commence avec un L apostrophe et qui se termine par un autre L, nous parlions donc de la foire au vin parce que c'est vraiment le moment. Et on s'est dit, qui pouvons-nous inviter si ce n'est Didier Bertin pour en parler, franchement. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Les domaines, c'est Didier Bertin, il est avec nous et on a plein de questions à vous poser, mais ce sera pour tout à l'heure. Très bien. Parce que dans un premier temps, on va commencer avec... Alors, qui est fumeur autour de cette table? Ah, quand même. Je dis, si j'en ai pas... Ça... Vous fumez pas, Denis? Ah non, jamais. Non? Jamais fumé. Jamais, d'ailleurs, à cause du métier. Bah, il peut pas tout faire. c'est possible. Il boit des métiers, bien entendu. Oui, c'est vrai. Non, je déguste. Je déguste. Je C'est déguste. vrai qu'il peut pas tout faire. C'est vrai, il faut faire la différence. Je pense que cette émission va être sympathique. Hein. Effectivement, si il peut pas fumer ou alors ça fait Ah oui, comme mais beaucoup. bon. On ne peut pas avoir tous les vices. Bon, et donc, si j'ai bien compris, vous ne buvez pas. Voilà. Non. Je suis logique dans ma démarche. Bah oui. Alors Virginie, on va forcément parler de ce prix du tabac qui est en train d'exploser, de remonter partout. Alors la vraie question que je me pose, Denis, parce que c'est un peu un des thèmes que vous avez choisi pour votre avis nous intéresse et nos amis dans la rue, téléspectateurs, vont nous donner leur avis. Est-ce que vous ne pensez pas que nous, quelque part, on devrait entre guillemets dire que on s'en fiche un peu parce qu'on est frontalier et que ça peut aller jusqu'à 10 € tant qu'on aura le Luxembourg à côté de nous. On ira toujours acheter nos cigarettes au Luxembourg. Est-ce que c'est une question... Je sais pas, vous... On peut la poser comme ça, mais on peut aussi la poser autrement. Est-ce qu'un jour, le paquet de cigarettes ne sera pas aussi à 10 ou à 12 ou à 15 € uniformément partout dans l'Union européenne? Parce qu'on dit souvent, on recherche à faire des économies, mais c'est pas en augmentant le prix du paquet de cigarettes qu'on fera des économies, c'est finalement en réduisant le nombre de malades, donc en interdisant tout simplement le paquet de cigarettes. Bah, interdire, ça paraît compliqué, parce qu'il y a aussi toute cette notion de liberté individuelle. Finalement, on a le droit de boire, on a le droit de fumer, on a le droit de s'amuser, on a le droit de faire plein de choses. Mais plus de conduire. Si on restreint... Non, mais d'accord, il y a certaines limites. Je pense que surtout ce qu'il faut faire, c'est pas quand on est adulte et quand on fait un choix délibéré, d'assumer la cigarette pour quelque raison que ce soit, comme Virginie, on est adulte. Moi, ce qui m'inquiète plus sont parfois devant les lycées, les 11, 12, 13 ans...
la clope au bec, pardonnez-moi l'expression, et là je me dis qu'il y a un vrai problème parce que c'est là que ça commence. Donc Didier il est comme moi, on n'a jamais fumé, on n'a jamais commencé, on n'a jamais eu besoin, je dirais, d'arrêter et de se désaccoutumer de cette dépendance, parce que c'en est une. Et pour moi, le vrai souci, il est plus là, il est plus chez les... Qu'est-ce qu'on fait dans la tranche des 10, 18 pour qui n'arrivent pas à la cigarette. 10, 18, 10 Ouais, parce que c'est pas, c'est pas rare que... 10 ans 10 ans. Ah oui. On trouve dans les études l'âge de la première cigarette, elle peut arriver parfois très tôt. Il y a aussi la cigarette, on va dire, plaisir, et puis la cigarette qui devient une accoutumance où on ne peut plus vraiment s'empêcher. La cigarette plaisir, c'est un peu vous, c'est-à-dire que vous prenez, parce que je ne vous vois pas fumer très souvent, enfin, en même temps, je parle des heures de bureau, je ne sais pas ce que vous faites des heures de bureau, mais on n'a pas l'impression que vous fumez beaucoup, c'est plus une détente de quelques secondes, c'est ça, quoi, non? Oui, mais après, c'est comme disait Denis, hein, c'est un choix aussi. Bon, après, on peut s'arrêter, mais bon, on n'a pas forcément envie. C'est pour diverses raisons. Hein, je ne vais pas forcément parler que de mon cas. Mais l'augmentation des cigarettes, alors on se dit c'est bien pour la prévention, il faut lutter contre le cancer, c'est bien. Mais j'ai entendu une étude qui disait qu'une augmentation inférieure à 0,6% n'avait pas d'impact sur les consommateurs de cigarettes. Donc vous pensez tant que le paquet n'est pas 10 €, ça ne fera rien, quoi. Mais alors c'est d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut passer de 6 € à 8 € par exemple. Mais il faut dire aussi qu'il y aurait toute une... Il faut penser aussi aux buralistes. Il y a quand même des gens qui ont investi dans des bureaux de tabac, qui vont là, ont mis de l'argent là-dedans, en dehors de... Parce que c'est quand même aussi quelque chose qui existe. On ne peut pas ignorer qu'il y a des buralistes en France et ils sont là. Oui, peut-être, mais bon, je pense qu'il y a aussi il y a un domaine de santé publique. Je pense que le gouvernement, il est là aussi pour travailler sur la santé publique. Je pense qu'il y a des mesures à prendre. Enfin... quand vous demandez, les buralistes, je comprends leur avis, mais il faut peut-être aussi, en même temps qu'on écoute l'avis des buralistes, avec 3 députés mosellans, l'autre fois, qui les soutiennent à mort, dont un médecin, je ne veux pas donner les noms, qui est ORL. C'est bon, on a reconnu. On a reconnu. Mais en même temps, je dirais, voilà, la grogne des buralistes, c'était un gros placard, et puis à côté, le professeur spécialisé au CHU de Nancy qui voit... des centaines de gens mourir dans des conditions atroces parce que le cancer du fumeur est l'un des pires, on ne lui donne pas non plus beaucoup la parole. Je crois que... Voilà. Et moi, la question que je me pose derrière ça, c'est en fait... c'est comme le vin, c'est bon pour le cœur, à condition de ne pas en abuser. Hein, si on commence à être... Modération, bien entendu. Voilà, si on boit avec modération, c'est même encouragé par certains médecins. C'est privé. Un cigare... où il n'y a que du tabac, si vous prenez un bon cigare cubain avec que du tabac, c'est pas ma passion, mais je peux concevoir qu'on soit passionné parce que, comme dans le domaine du vin et de l'œnologie, on va retrouver des saveurs et des très subtiles, des effluves, etc. Dans la cigarette, ce qui me gêne profondément, c'est que l'industrie du tabac, elle rajoute un tas de saloperies. Donc il n'y a pas que du tabac, il y a tout un tas d'adjuvants chimiques, etc., qui font que ça rend très dépendant tout de suite. Chez les jeunes, notamment, c'est l'équivalent d'un shoot. C'est le premier shoot, la première cigarette. Ça monte directement au cerveau et ça laisse une trace qui ne va pas s'effacer du tout. Et donc, voilà, si on fumait que du tabac, ce qui est le cas dans certaines peuplades au milieu de la forêt amazonienne, on ne meurt pas de cancer. Le problème, c'est que tout ce qu'on met avec, les goudrons, les adjuvants chimiques, etc., ça fait un cocktail chimique. Ça, c'est pas contrôlé. Non, c'est un cocktail chimique détonnant. Ah oui. Vous en pensez quoi, Maria? Moi, je pense qu'il faudrait vraiment, comme il a dit Denise, envisager le problème à partir de l'école. C'est là-bas qu'il faudrait investir. Les institutions ils devraient faire beaucoup plus de promotion et d'éducation contre le tabagisme, contre le tabac. Et alors, ils commencent déjà dès qu'ils sont petits, alors ils ne commencent pas à 10 ans avec la première chute, comme tu as dit, et peut-être ils ne commencent jamais. C'est là-bas, vraiment au début, qu'il faut commencer. Après, quand on est adulte, ou c'est trop tard, ou justement, c'est la liberté individuelle. Et donc, mais à l'âge de 10, 15, on peut encore essayer d'intervenir. Voilà. Alors, votre avis nous intéresse forcément, c'est ce que nous allons écouter maintenant. C'est pas aujourd'hui que je vais arrêter parce que ça fait 40 ans que je fume. Je crois pas. Hein. C'est pas vraiment une question de prix, après c'est une question de santé, on verra bien. Ça n'a rien à voir avec la hausse en fait, ce sera notre choix le jour où on voudra arrêter. L'augmentation des prix n'impacte pas ma consommation, donc j'y vois pas d'intérêt, en tout cas pour enrayer la consommation de tabac. Je suis prête moi à payer même 20 € mon paquet de cigarettes. Hein. Je vais l'acheter au Luxembourg, vu que c'est moins cher, et puis j'achète pas des vraies cigarettes aussi. J'achète des roulés ou des tubes.
Ça revient beaucoup moins cher qu'un paquet à 6 € ici. Moi, je suis révoltée parce que c'est très cher, c'est tout le temps trop cher. Heureusement qu'on a le Luxembourg à côté parce que nous, on va acheter au Luxembourg. Mais c'est vrai que pour les gens qui vivent dans le centre de la France, à Paris, ça doit être... c'est n'importe quoi. Nous, on a le Luxembourg à côté, donc pour l'instant, ça va. On arrive encore à en acheter, mais peut-être que bientôt, on devra arrêter, ouais. À Luxembourg, ça commence aussi à augmenter. Et ça augmente vraiment beaucoup aussi. Ça augmente pas par des 10 centimes ou 20 centimes, mais vraiment des 2 €, quoi, par exemple. Et, en France, si le Luxembourg s'aligne sur la France, je pense que j'arrêterai de fumer quand même. Ah, Denis ? On est comme partout. On a une loi anti-tabac qui est en train de se mettre en place, même si elle tarde par rapport à d'autres. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, quand on a décidé qu'on allait interdire de fumer dans les bars, dans les pubs, que ça a commencé en Irlande. Bientôt, parce que quand c'est arrivé en Italie, on a dit, ah non, les Italiens, voilà, le café et la cigarette, ça allait faire un scandale. Et en fait, ils se sont, je dirais, disciplinés. Moi, le bistrot où je vais toujours à Thionville, qui est un bistrot de quartier, à Brasserie Saint-François, pour ne pas le nommer. Ah, c'est pas chez Denis? Non, c'est pas chez Denis. Émeute la semaine prochaine. C'était pareil, quand on a, comment ça s'appelle, la table où j'étais, où je partageais... Excusez-moi, vous venez pas de faire un placement de produit, là? Vous non. C'était le nom d'un café à J'aurais même pas un café gratuit, je le paye tous les matins, c'est pas de problème. Ah non, parce que là, d'un seul coup, je me dis, n'aurait-il pas fait d'un seul coup? C'est un endroit sympa. Et donc, on était une table où il y avait des non-fumeurs et des fumeurs, et finalement, les non-fumeurs encaissaient la fumée des non-fumeurs. Et puis, le jour où tout ça s'est arrêté, alors effectivement, il y en a un ou deux, peut-être grincheux, qui ont décidé de plus venir, ou qui doivent aller fumer dehors. C'est gênant quand il fait froid ou quand il pleut. Mais il y a aussi toute une autre clientèle qui est arrivée, qui n'allait plus ou qui ne pouvait pas aller dans un bistrot parce que on n'allait pas dans un bistrot avec des enfants. Quand vous alliez au restaurant avec des enfants et que vous aviez derrière quelqu'un qui soit sortait un cigare et qui en avait rien à faire, voilà, au bout d'un moment on se dit ça va, quoi. Donc quelque part je trouve que ça c'est quand même très correct, quoi. On fume, d'accord, mais on n'est pas obligé de fumer avec ces... Je crois que de toute façon les points de vue ils sont inconciliables. C'est-à-dire qu'entre les non-fumeurs qui ne comprennent pas, moi je pourrais expliquer pendant je sais pas, 15 non, ça y est, on arrive à la fin. À Virginie, pourquoi elle ne devrait pas fumer parce qu'elle s'abîme la santé. Explique-moi. Elle ne comprendra pas ça parce qu'elle est dans une autre logique qui est de se faire plaisir, qui est... voilà, c'est les points de vue... C'est mon côté rebelle. Ouais, mais on peut être rebelle sans finir avec un cancer du poumon. Rebelle, c'est en deux mots chez Virginie. Hein. C'est gentil. Ah oui. Une autre belle, là, maintenant, qui va prendre la parole. Oui. Pas sa parole, c'est le moment jamais de le dire. Donc, on va parler donc de ce nouveau magazine, parce que du coup, maintenant, on commence tous à le lire au bureau. On n'est pas italien, mais on le lit. C'est juste pour Maria qu'on lit le magazine, parce que comme on ne comprend pas tout. Alors, quand elle vient, on va lui poser plein de questions. Et là, cette semaine, quel est le dossier ? Alors, je vais parler en français, pas en italien, c'est normal, non? Oui. Alors, je vais expliquer ma revue italienne en français. Donc, c'est la parution de septembre, très important, parce que ça recommence le mois de septembre, beaucoup d'événements, donc on a vraiment beaucoup à faire. Il y a l'été indien et le septembre italien. Est-ce que le septembre italien est... Et comme ça, comme ça, là c'est la Toscane, c'est une très belle photo. Vous avez reconnu tout de suite, c'est la Toscane. Voilà, si, è vero. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour Maria? Je n'ai prêt à mentir. Je fais beaucoup de vin. Ah, c'est les vignes que vous avez reconnues. Ah oui, d'accord. On ne peut pas tricher, voilà. Et donc, on s'approche de l'automne bientôt. C'est écrit là, septembre italiano. Septembre italiano, oui, si, parce qu'on a eu la foire. Alors on le voit là à l'antenne. Qu'est-ce qu'il y a dans ce magazine ce mois-ci? Est-ce que... Oh, nouveau concours, c'est quoi le nouveau concours? Oui, voilà, alors c'est un jeu concours, c'est pas nouveau, c'est commencé déjà depuis quelques mois. Nuovo, si, j'ai dit, c'est nouveau depuis 3 mois. Ah, mais à partir du prochain mois, j'ai déjà dit à mon art directeur dans le nuovo. Voilà. Comment on dit vieux? Alto. Alto consorte. Et donc, c'est très important parce que pour nous, c'est très important d'avoir les abonnements. Et donc, qui choisit de s'abonner à Passaparola peut participer au jeu concours et gagner une semaine. Avec Maria. Une semaine de vacances avec n'importe qui, la personne qui va choisir le copain, la copine. Si c'est pas Maria, on ne va pas jouer. Ça sera pour deux, parce que moi, je ne vais pas gagner, je ne peux pas participer au jeu concours. Je savais qu'il y avait un piège quelque part. Il y a un astérix. Oui, en tout petit en bas. Malheureusement, Maria ne pourra pas vous accompagner. Vous ne pouvez pas les mener si vous gagnez.
Et alors, ça sera une semaine dans un hôtel à 4 étoiles supérieur dans les Pouilles avec un centre bien-être. Dans les Pouilles? Dans les Pouilles, oui, oui. Tu n'as rien à dire sur les Pouilles? C'est une belle région. Oui, j'ai fait un bref passage. Oui, et bon, il faut même souligner que cet hôtel-là se célèbre soit pour le centre bien-être, soit pour un restaurant gastronomique de très haute gamme. Et le directeur, c'est un chef, et donc il donne beaucoup d'attention à la gastronomie. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire, s'abonner à Passaparole, comme ça on peut aller... Ça aussi c'est de la pub. Alors maintenant, nous allons parler du restaurant. Le restaurant, alors, ça... C'est un choix? Bon, ça, c'est un must, il faut dire. Au moins une fois dans la vie, il faut aller, même j'espère beaucoup plus pour eux, mais pour vous, que vous allez goûter de la bonne cuisine. Mais c'est où ça? C'est à Esch-sur-Alzette. C'est une réouverture. Le restaurant italien Esch-sur-Alzette. Esch-sur-Alzette. Oui, c'est Parce bizarre. que Esch-sur-Alzette, c'est comme c'est la petite Italie. Quand moi j'étais jeune, Esch-sur-Alzette, c'était comme la petite Italie. La petite Italie. On a encore beaucoup. On a beaucoup plus de Portugais maintenant, mais même quand même beaucoup d'Italiens. Et le Boccondivino qui est... La jeunesse d'Esch, le club de foot. Oui. Un des deux, puisqu'il y a le Follin et la jeunesse. Oui. La jeunesse, elle joue avec les couleurs de la Juventus de Turin. Exact. Les maillots noirs et blancs, rayés noirs et blancs. Et donc, on peut tous aller au Boccondivino qui a déjà ouvert, qu'il fêtera la grande réouverture le 23 septembre. Donc, on est tous invités. Il faut seulement appeler le restaurant et dire qu'on sera là, une grande fête pour fêter. On n'est peut-être pas tous invités parce que le pauvre, si on commence à lancer un rendez-vous comme ça, il faudrait que 100 000 personnes qui vont l'appeler. Il va déposer un bilan le lendemain. Jour, quand même. Réserve au nom de Bienvenue chez vous. Non, alors. Maria. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marie qui l'a dit. Vraiment de la très bonne cuisine à goûter, voilà. Ok. Maria, nous on a trouvé un petit sujet que je vous ai donné parce que je pense que c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser du côté de Sienne en Italie. C'est où Sienne en Italie? Dans la région toscane. C'est la Toscane. Si, c'est la Toscane, c'est la région toscane. Le palio de Sienne. Le palio, si, que ça vient de... Regardez, on a des images parce qu'ils ont mis à jour 500 ans de travaux comme pour cette cathédrale et pour les mosaïques qu'on y voit. Je vous laisse lire, Maria. Alors, je vais lire moi-même. C'est l'honneur avec un parfait accent italien. Voilà. Italie, Siena. Des mosaïques datantes de la Renaissance ont été dévoilées aux visiteurs de la cathédrale de Sienne, en Italie. Incrustacées dans le sol en marbre de l'édifice et habituellement recouvertes pour les protéger de nombreux visiteurs, elles sont l'œuvre d'artistes locaux et ont nécessité 500 ans de travail. C'est bien. C'est incrustacé ou c'est incrusté? Parce que incrustacé, c'est... Incrusté. Incrusté, pardon. Ah, incrusté, voilà. Voilà, la première gaffe. Incrusté, ok. Bon, ouais, c'est un risque, Jean-Luc, que tu m'as demandé. Ah, ce Denis, comment il est. Tout de suite, il est obligé de J'ai entendu, mais je n'avais pas fait remarquer. Ah oui, c'est bien dit. Vous êtes classe. Tu as seulement rigolé. Moi, je suis vraiment pas galant. J'ai souri intérieurement. Mais en attendant, c'est très beau. Merci pour la chance que vous m'avez donnée. Ah, mais Maria, dans cette émission, vous aurez votre chance régulièrement. On a fait le tour sur Passaparola. Il y a autre chose que nous devons savoir sur... Oui, bon, voilà. Alors, on a parlé... Ah si, je voudrais souligner, car c'est septembre, les dernières suggestions pour passer de très belles vacances à bon marché en Italie. Mais où on peut être en vacances maintenant, en ce moment, en Italie, où? Oui, le sud surtout. Absolument, nous, on a toujours aussi le sud parce qu'on peut vraiment encore aller à la plage au sud. Au nord, déjà, non plus. Donc, il y a vraiment... Mais pas seulement qu'aller à la plage, il y a beaucoup encore de concerts, d'événements, de fêtes. Et encore le mois de septembre, c'est vraiment les vacances en Italie. Virginie, pour vous, l'Italie, ça évoque quoi? Ou qui? Oui, si, les vacances, le soleil, oui. Et puis Milan. Et puis Milan. Milan. Oui. Ah, Milan, c'est le foot. Le foot, parce que j'allais dire... San Siro. Voilà. Ah non, le foot est la mode. Milan, c'est une ville qu'on peut aller tout le temps. Et surtout le temps, il faut dire. Et vous, Didier, c'est une image d'Italie sur laquelle? Pour moi, des jolies filles déjà. Oui, c'est vrai que les Italiennes sont... Italiennes très jolies. Et puis je pense la convivialité beaucoup, parce que moi qui suis dans le milieu du vin, je m'aperçois qu'il y a de grands chefs. La gastronomie est très importante en Italie. Puis travailler sur des produits comme vous avez, c'est vraiment une très belle richesse. Voilà, c'était Et vous, Denis, vous avez un compliment d'Italie? Ah oui, Cuisant, 2006, la finale de la Coupe du Monde à Berlin. Oui, bon, d'accord. Ouais, c'est vrai. Voilà, on essaie de faire rêver, boum, boum, c'est réglé. Merci. Moi, je peux pas parler trop football parce que je suis plus dans le stade, j'ai pas regardé la. Plus le minimum. Voilà, alors j'ai un peu la
carrure et la morphologie. Et puis, bon, voilà. Et puis mes vacances, en général, je passe plus dans le côté sud-ouest, on va dire, de la France. Ah, c'est votre côté rugbyman, ça. Voilà, c'est le côté rugbyman. côté. Et en plus de ça, ma femme, je l'ai rencontrée là-bas. Non. Voilà. Et moi, j'ai une fille mariée à un gendre italien. Ah. Et ouais, je vais faire renoncer à son passeport et au foot avant le mariage. Non, je plaisante, je plaisante. Mon Dieu. Alors maintenant, nous allons... Alors j'ai oublié de vous dire que dans cette émission, il y a plein de choses. Tout à l'heure, nous allons recevoir M. Chambon, qui est le patron de l'IRA, l'Institut régional d'administration à Metz, avec 2 charmantes réunionnaises. Alors qu'est-ce que 2 charmantes réunionnaises font à Metz, et notamment à l'IRA? On aura la réponse tout à l'heure. Et on découvrira ce qu'est exactement l'IRA. Et puis on va forcément... Moi, je préfère découvrir la Réunion. Alors, on découvrira l'IRA, la Réunion, les Réunionnaises tout à l'heure. Donc vous restez avec nous. De toute façon, vous êtes invités jusqu'au bout de cette émission, Denis, donc vous pourrez aussi leur demander les questions que vous souhaitez leur demander. Et avec Virginie, on fera tout à l'heure les pourquoi de Virginie. Oui, je posais des petites colles. Bon, alors, moi, je vais essayer déjà de faire un jeu avec vous 4, je suis sûr que... Mais bon, on verra bien. Nous allons maintenant parler, si vous le voulez bien, avec... On aura peut-être aussi un vigneron qui va venir tout à l'heure. Monsieur Viticulteur. Un viticulteur. Monsieur Lézanne. Oui, absolument. Donc, mademoiselle. Ah, vous connaissez? Ah oui, oui, oui. Alors, on va démarrer d'abord par... Voilà, c'est la foire au vin. Tout le monde nous propose des choses, des prospectus. On en a... Je croyais que normalement, avec Internet, on ne devait plus avoir des boîtes aux lettres remplies. Et on ne sait même plus où les mettre tous, ces prospectus. Donc, forcément, est-ce que c'est une bonne com? Parce que moi, je prends, parce que je n'ai pas le temps de dire. Je ne sais pas, vous êtes comment? Mais je trouve que là, sur la foire au vin, cette année, il y en a partout. Comment fait-on pour s'y retrouver? Tout dépend le choix qu'on consacre. Bon, tout dépend après la cuisine qu'on fait aussi chez soi. Tout dépend si on veut garder des vins de garage, on appelle ça des vins de garde. Sinon, on cherche la plupart du temps maintenant, je dis moi en tant que caviste, des vins prêts à boire. Je veux dire, on travaille plus sur des vins du sud parce que le sud c'est des vins plus riches, je veux dire en maturité, en fruits bien entendu. Puis c'est des vins qui s'adaptent très très bien sur des plats qui vont arriver de saison par exemple. Mais est-ce qu'on peut encore faire de bonnes affaires? Parce qu'on a l'impression. J'ai posé la question. Pardon. Attendez, Denis a une question à vous poser. J'écoute. Est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires dans les foires au vin? On peut faire de très bonnes affaires, mais moi ce que je conseille c'est d'acheter toujours une bouteille, jamais acheter tout de suite du volume. Mais quand on revient, on n'a plus si c'est la bonne. Ah mais la déguster peut-être dans l'heure qui suit. Il n'y a pas d'heure en général quand on déguste. Vous allez dans l'endroit avec votre tire-bouchon. Pas du tout. Vous avez la tête du caviste après. Ce que je conseille, c'est bien entendu de la régler à la caisse et puis de la tester chez soi. Puis bon, on ne va pas dire tout de suite le stock est épuisé. On peut revenir le lendemain ou le soir même, éventuellement, si on fait ses courses le matin. Tout simplement. Qu'est-ce qui... Mais quand on a une étiquette, parce que nous, on est un peu perdus. Oui. Qu'est-ce que l'on doit... Est-ce qu'une étiquette, finalement, donne un ou des renseignements, ou est-ce qu'une étiquette, ça sert à rien au niveau renseignement? Non, pas du tout. Pas du tout. L'étiquette, on doit avoir déjà le nom du domaine, bien entendu. C'est une appellation d'origine contrôlée, bien entendu. Ça donne déjà une référence. Le degré d'alcool, bien entendu. La contenance aussi. Et puis derrière aussi la région de production. Mais par exemple, on voit souvent mise en bouteille à la coopérative, mise en bouteille au château. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Coopérative qui veut dire travaille plus avec une union de viticulteurs, je veux dire un rassemblement, que je vais dire au château, c'est directement, je vais dire, du producteur. Voilà, c'est un peu le... Je ne vais pas rentrer dans le spécifique parce que ça serait trop long à expliquer, mais la référence, c'est ça. Alors, une étiquette, comment, maintenant, vous me dites que oui, il y a des renseignements sur l'étiquette, comment on doit la lire? Alors, étiquette, déjà, on doit déjà lire l'appellation. Par exemple. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, on peut dire ça, mais bon... Sauf si c'est... Vous me fatiguez, franchement. Je vous citais tout à l'heure, regardez, on va aller sur l'abbaye de Silvaplana, en fin de compte, qui est un faugère, qui s'appelle, en fin de compte, c'est l'appellation, en fin de compte, c'est la... Alors, nos amis, n'en pas, si vous me la donnez, je peux leur montrer. Voilà. Alors vous avez le avec nom modération toujours. Voilà, vous avez le nom du domaine qui s'appelle l'abbaye Silvaplana. Nous sommes sur l'appellation Faugère. On est juste en bas du sud, vis-à-vis de Perpignan en Narbonne, la région un peu la montagne noire, on va dire. Et vous avez aussi le nom de la cuvée qui s'appelle les Novices et le millésime, bien entendu, qui est très important, 2011. Est-ce que 2000... Alors, on m'a dit que ces derniers temps, moi je vous dis ce qu'on m'a dit, parce que je ne suis pas sûr, qu'il fallait quand même mettre de côté du 2009, qui reste une très bonne année. 2009, on peut dire que c'est une très belle année au niveau général, je dis bien. Donc si on prend 2009, on est... En général, on ne sera pas déçu. On en trouve encore? Il y en a encore. Il y en a encore dans certaines foires. Je ne citerai pas le nom de certains magasins, mais dans le 2009, on a titré la star des foires au vin. Dans le 2009, on est très très bien. Le millésime qu'on peut remonter un peu en arrière, c'est 2005, qui est 2005 une référence dans le Bordelais. Après, on peut aller sur des 2008.
2008 dans la région de, je dirais, de Déchinon, la Loire, des Loires rouges, hein, je précise, pas les blancs. Parce que les blancs en général se consomment dans les 3 ans à venir ou les 5 ans à venir. Après, on a tendance à avoir des vins qui perdent de leur qualité. Mais sinon, le dernier millésime en référence, on peut citer le 2009. Didier, est-ce que c'est pas parce qu'on va mettre 50 € dans une bouteille qu'on sera gagnant? Ah non, le prix ne fait pas la qualité du produit. Moi, j'ai l'habitude d'aller sur place, de découvrir mes viticulteurs qui sont amis maintenant. On peut très bien trouver des vins à 5-6 € de très bonne qualité. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore. Pendant la foire au vin? Pendant la foire au vin. Et comment on fait quand on est complètement ignare, ce qui n'est pas votre cas, mais ce qui est sûrement le mien en matière de vin? Ben, la meilleure chose, c'est de venir me voir, puis je vous conseille, voilà, tout simplement. Et puis, tout dépend de la cuisine que vous faites chez vous. Puis, il faut aussi s'orienter par rapport au palais de chacun, parce que chacun n'a pas le même palais. Un palais féminin est différent par rapport à un palais masculin. Ah bon? Oui, exactement. Oui. Il y a plus, je veux dire, de finesse. Moi, je vois dans le vocabulaire, parce que chacun a le droit de s'exprimer. Mais quand vous êtes novice, c'est bien, je veux dire, d'interpeller la personne et de lui dire, voilà, écoutez, moi, je sais qu'automatiquement, ce genre de produit ne vous plaira, vous conviendra pas. Mais en même temps, il faut savoir aussi l'associer. Parce que des fois, la plupart du temps, quand vous dégustez un vin, vous ne savez pas avec quoi l'associer. Et ça, c'est très important, parce qu'en fin de compte, c'est un peu la cerise sur le gâteau, savoir l'amener. Bien entendu, aussi, un vin a besoin d'être carafé, oxygéné. Un vin jaune, éventuellement, c'est 1 heure à 2 heures, à peu près de carafage. Température de cave, je dis bien, pas trop monter à température, parce que le problème, l'air chaud oxyde le vin, il faut le savoir, hein, et automatiquement, là, vous aurez directement une découverte, des effluves qui vont se développer, le côté un peu poivré, éventuellement sur le Faugère, un peu sur les gamay, le Touraine, éventuellement, à Val-de-Loire, qui est un vin qui est à base de cépage gamay, le gamay qu'on retrouve beaucoup dans le Beaujolais, ça, c'est des vins qu'on peut servir un peu frais, sur le fruit, facile, éventuellement sur des viandes blanches. Didier, quelle différence il y a entre un Bourgogne et un Bordeaux? Est-ce qu'on dit, on dit souvent que le Bourgogne est plus destiné à un public jeune, alors que le Bordeaux, c'est plus destiné à un public mature? Alors, il faut savoir que le Bourgogne, on travaille sur le cépage Pinot Noir. C'est un cépage qui fait relativement des tanins très fins. Que le Bordeaux, c'est plus un vin plus tannique, on dira. Donc j'ai raison quand voilà, je dis ça? Vous avez tout à fait raison. D'accord. Mais c'est un vin qui va plus évoluer avec le temps. Si vous deviez conseiller un vin à Maria et à Virginie, oui. Ce serait quoi? Moi, j'irais plus pour un vin du sud avec Maria, parce que c'est des vins, c'est une fille du soleil, on dit toujours chez nous. C'est des vins qui ont beaucoup de richesse, beaucoup de maturité. J'irais plus sur un vin de Loire, éventuellement. Pour Virginie, Pour Virginie, plus un vin léger, facile à boire. Puis en plus de ça, avec la cigarette, c'est pas très recommandé. Elle va finir par arrêter de fumer. Ça, c'est sûr. Là, maintenant, il a dit la truc qui va... Je reviens un peu sur la cigarette tout à l'heure, sur le tabac. Le tabac est quand même néfaste, hein, au niveau du goût, et puis au niveau des effluves aussi, au niveau du nez. Hein, quand on applique la méthodologie du vin, le côté visuel aux factions gustatives, on voit tout de suite qu'un fumeur n'a pas la même notion qu'un non-fumeur. Œnologue et fumeur, par exemple. On peut l'associer. C'est beaucoup d'œnologues qui fument, malgré ça. Ouais. Mais je veux dire, le nez est très important. Moi, pardon. Oui, non, terminé. Le seul souci, c'est que moi, j'ai un grand défaut, c'est que je rentre dans une pièce, je détecte tout de suite les odeurs. Et ça, c'est suite parce que si disons qu'une personne qui fume à côté de moi, tout de suite, je le sens. C'est peut-être un défaut, mais en même temps, si je ne suis pas vraiment, je veux dire, dans une stabilité au niveau de la dégustation, je ne commence pas. Les vins étrangers, qu'est-ce que vous pourriez nous... En Italie, je reviens sur l'Italie parce que j'ai rentré beaucoup de vins, beaucoup de références. N'hésitez pas à parler dans cette émission. J'ai rentré beaucoup de références vins italiens chez moi depuis 3-4 mois. J'avais une forte demande et je vois qu'on a quand même, je veux dire, dans la région, un public, je veux dire, italien. C'est quoi le vin de référence italien aujourd'hui? Quand on dit un bon vin italien, c'est quoi? La région? Ouais. Toscane. La Toscane. Moi, j'aimerais bien vous demander... Montepulciano. Oui. Ok, anche autre même. Qu'est-ce qu'on dit? Sassicaia, éventuellement. Sassicaia et Ornellaia. Voilà, c'est vrai, voilà. Ah, madame est connaisseuse, alors. Oui, beaucoup. Et ça, c'est des vins riches, des vins puissants. On appelle ça un peu en France le Pétrus français. Ah ouais. Le Pétrus italien, excusez-moi. Le bon vin, vous aimez, Virginie? Oui, ça va. Oui, j'aime bien le vin. Oui. Une dernière question. Lorsqu'on a toutes ces bouteilles, nous, comme le disait Denis tout à l'heure, on ne sait pas vraiment vers laquelle aller. Donnez-nous le conseil, au moins pour cette année. Allez, dites-nous, ne passez pas à côté d'eux. Je dirais, ne passez pas à côté des vins de Loire cette année, surtout, et toute la région Bourgogne. Ok. Voilà, qui reste encore à des bons rapports qualité. J'ai noté donc Loire et Bourgogne, avec modération forcément. Bien entendu, à consommer avec modération.
Le problème des Bordeaux, c'est ça spécule beaucoup, on va dire, énormément. Et vous avez Oui, bien sûr. Est-ce que je peux pas éventuellement, on a eu le gros souci, on le voit en Bourgogne avec le domaine, le château Gevrey-Chambertin qui a été racheté dernièrement. Par les Chinois, non? Voilà, par les Chinois. Et puis on voit de plus en plus dans le Bordelais qu'on arrive dans certains domaines qu'on ne sait pas qu'ils ont été rachetés, bien entendu par des Chinois ou pays de l'Est, je dirais aussi. Porte close, production en France, faite en France et qui part à l'étranger. Ce qui veut dire, vous arrivez, vous ne pouvez plus acheter vous. Français, consommateur français. Ah ouais. Voilà. On en arrive là. Oui, ça m'est arrivé l'année dernière. Maria, vous voulez poser une dernière question? Je voulais seulement demander, oui, il a dit qu'il considère, en tant qu'énologue, les vins de la Toscane les meilleurs, mais quel est votre vin italien préféré? Sassicaia. Sassicaia, bon, lequel que vous avez nommé. J'ai aimé. J'ai aimé parce que j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai dégusté ce vin-là, parce que c'était entre amis déjà, tout dépend du contexte qu'on est, des fois aussi pour la dégustation, et ça m'a beaucoup apporté parce que c'est en même temps une autre culture. Hein, la vinification est tellement, je vais dire, évolutive avec le temps, mais en même temps on a besoin, je vais dire, de se ressourcer. Et c'était un moment, je vais dire, de bonheur. C'est un grand... Okay. Nous allons maintenant jouer avant d'accueillir nos prochains invités. Un petit jeu maintenant, je vais vous demander de regarder cette photo, on vous en montre, et j'aimerais que vous me disiez ce que c'est, à quoi ça sert. Si quelqu'un sait, il laisse réfléchir les autres, s'il vous plaît. Quel est ce drôle d'engin et à quoi peut-il bien servir? Maria, est-ce que vous avez une idée? Oui, je voudrais dire un UFO, non? Comme les martiens, la voiture d'un martien. Ah, un objet, un ovni. Mais non, mais à mon avis, c'est quelque chose pour l'irrigation. Pour l'irrigation. Voilà. Pour l'irrigation, vous avez dit? Ah, allez, développez un peu. Allez-y, dites-nous un peu plus. L'irrigation, tu as à mettre pour l'agriculture. Oui, oui, Maria, c'est pas du tout ça. Non, Virginie. C'est quoi les lettres qui est marquées en dessous Remontrez les lettres à Virginie parce que... Ouais, voilà, il y a des lettres en dessous. Non, oui. C'est un indice? Non. Non, d'accord. Je sais pas, moi. Didier? C'est un truc qui vole. J'ai une station météo. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça, Didier? Ben, je vais dire, bon, un peu les antennes, oui, d'accord. Ouais. Puis le côté, je pense que ça doit décoller. Je pense que eh bien, on peut dire que Didier a pas trouvé. Denis? Moi, je dirais le dernier modèle ultra perfectionné de radar pour nous prendre au excès de vitesse. Ah, c'est vrai, vous pensez à ça? Oui, ça m'a fait penser à ça. Parce que vous avez vu ou vous avez pas vu? Non, je n'ai pas vu du tout. Vous avez bien fait, c'est pas du tout ça. Quelqu'un a-t-il donné un autre indice, s'il vous plaît, à nos amis? Là, ça c'est un indice. Je voudrais remercier notre réalisateur Cyril, vraiment là. Je trouve que vis-à-vis de nos invités, vous êtes trop gentil, trop bon. Merci Cyril, vous êtes trop bon. C'est un jeu. C'est un jeu, mais en format géant. Voilà. On est dans la boule. Oui. On est dans la boule et on joue. Et on joue, pas du tout. Pas du tout. Personne n'a une idée? On commande le... ça commande, oui. Mais arrêtez, vous allez me dire pas du tout. Si, ça commande l'engin. Non, ça commande l'engin. Ah ouais. Mais l'engin, il sert à quoi? Pour jouer, voilà. C'est un jeu pour vous. C'est un jeu. Vous êtes tous d'accord avec ça? Dites oui. Oui. Oui, soyez d'accord avec moi. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. En réalité, ce que c'est un drone. Et ce drone sert aux pompiers, vous allez le voir, parce qu'on a des images, à être au-dessus, si vous voulez. Ah, mais c'est tout petit, Oui, finalement. vous voyez. Voilà, le monsieur est en train d'expliquer ce que je vous dis. Donc, ces drones-là, si vous voulez, sont maintenant radio-commandés et ils permettent de survoler, lorsqu'il y a des feux de forêt, de voir un petit peu d'où ça vient. Ils ont, si vous voulez, grâce à ces engins-là, aujourd'hui, des informations en direct. C'est-à-dire qu'autrefois, ils envoyaient un hélicoptère. Il fallait que la personne de l'hélicoptère relève, puisse transmettre, du coup, aux pompiers les différentes informations. Eh bien non, ce drone, on va le voir voler d'ailleurs parce qu'on a des images, eh bien il sert à ça, il sert à enregistrer des images et finalement à donner les infos qu'il faut, comme vous le voyez sur ces images, aux pompiers pour gagner du temps et être encore plus efficace sur les incendies, notamment les incendies de forêt. On se retrouve, chers amis, juste après cette courte pause de pub et on remercie tout de suite Maria et on remercie tout de suite Didier. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.